Avec les 2 prêts qu'il a obtenus auprès de l'Exim Bank of India, le Zimbabwe entend booster le développement de son secteur électrique. Le premier prêt d'une valeur de 23 millions de dollars sera utilisé pour le financement, la rénovation et la modernisation de la centrale thermique de Bulawayo. D'une capacité de 90 MW, cette infrastructure qui est entrée en service en 1957 souffre de défauts de maintenance ayant conduit à la détérioration de 2 unités de production sur les 5 qui fonctionnent et ne parvient à fournir que 20 MW d'électricité. Le second prêt de 19,5 millions de dollars sera utilisé pour la phase 2 de la construction de la station de pompage et de captage d'eau de Deka devant permettre l'acheminement de l'eau du fleuve Zambèze vers la centrale thermique de Hwange pour la production d'électricité. Les 2 prêts seront remboursés sur une période de 20 ans avec un délai de grâce de 5 ans à un taux d'intérêt de 1,75%. Ils sont également grevés par une commission d'engagement équivalent à 0,5% de la valeur nominale du prêt et payable en une seule fois. L'obtention de ces financements intervient alors que le pays traverse actuellement une crise énergétique avec un déficit de près de 1000 MW pour une demande totale de 2100 MW. En attendant l'aboutissement de ces projets, le pays importe 400 MW d'Afrique du Sud pour une facture hebdomadaire de 980 000 $. 50 produits pourraient être bientôt suspendus d'importation au Cameroun. La mesure pourrait toucher pas moins de 12 filières, notamment celles des peintures, de la métallurgie, de la cimenterie, des emballages industriels, des cosmétiques, de l'agroalimentaire, des huiles végétales, des dérivés d'huile de palme et industrie brassicole. L'objectif est de favoriser et de protéger la production et l'industrie nationale. La liste détaillée des produits est cependant encore attendue. Déjà, le ministère camerounais des Finances annonce la mise en place des instruments fiscaux appropriés pour favoriser la production locale et freiner les importations non indispensables qui, soutient-il, détériorent la balance de paiement du pays. En croit l'Institut national de la statistique, le Cameroun a importé pour 3 405,2 milliards de francs CFA en 2018, en hausse de 11,5% par rapport à l'année 2017. Ce montant représente plus de la moitié du budget de 2019 du Cameroun, fixé à 5 212 milliards de francs CFA. Les importations du Cameroun proviennent d'environ 189 pays, dont les 10 premiers en fournissent plus de la moitié, soit 58,2%. La Chine occupe la première place avec 18,5%. Elle est suivie par la France, 8,3%, le Nigeria, 5,6% et les Pays-Bas, 4,8%. La zone CEMAC qui regroupe le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad a vu son activité bancaire évoluer légèrement au premier trimestre 2019. Le total agrégé des bilans a progressé de 7,6% à 13 557 milliards de francs CFA. Selon les états financiers de la Banque des États de l'Afrique centrale, les crédits bruts ont quasiment stagné, 8 301 milliards au premier trimestre de 2019 contre 8 305 milliards à fin mars 2018. Les dépôts de la clientèle ont enregistré une nette progression et se sont établis à 9 920 milliards en mars 2019, soit 84,2% du total du bilan, en variation annuelle de 7,8%. La qualité relative du portefeuille de crédit s'est quant à elle détériorée avec des créances chiffrées à 1 816 milliards. Ces créances ont représenté 21,9% des crédits bruts contre 19,5% 12 mois auparavant. La couverture des crédits par les dépôts a pour sa part progressé de 136,3% contre 123,7% un an plus tôt. Conséquence, les opérations avec la clientèle ont dégagé un excédent de ressources de 2 640 milliards en mars 2019 contre 1 762 milliards à la même période de 2018. Et enfin, l'excédent de capitaux permanents par rapport aux valeurs immobilisées a connu une hausse de 37% en 2019, soit 587 milliards contre 429 milliards à la même période en 2018.
Au total, le système bancaire de la zone CEMAC compte 52 banques en activité au 31 mars 2019. Parmi ces établissements financiers, 15 sont au Cameroun, 4 en Centrafrique, 11 au Congo, 8 au Gabon, 5 en Guinée équatoriale et 9 au Tchad. La Côte d'Ivoire devrait enregistrer une croissance à 7,2% en 2019. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique dans le pays. Abidjan se positionnerait ainsi juste derrière son voisin ghanéen. Sa croissance devrait être stimulée par un secteur privé de plus en plus dynamique grâce aux réformes entreprises pour améliorer le climat des affaires, mais aussi aux investissements anticipés avant les élections d'octobre 2020. Pour les experts de la Banque mondiale, c'est le secteur agricole qui devrait mener la danse en Côte d'Ivoire dans une perspective à long terme. En effet, même si le poids de l'agriculture ivoirienne dans le PIB national a diminué de moitié en 60 ans, elle procure encore un emploi à plus de la moitié des ménages. Par ailleurs, ces produits exportés représentent près de 60% des exportations totales du pays. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire fait cependant face à de nombreux défis et peine encore à faire de son cacao un facteur de croissance inclusive. Entre la concurrence internationale, les vergers vieillissants, les exigences des consommateurs et la main-d'œuvre en décroissance, les maux de la culture de l'or brun ivoirien se sont multipliés ces dernières années. À en croire la Banque mondiale, le secteur doit sortir du statu quo dans lequel il s'est installé et qui n'est plus tenable à long terme s'il veut perdurer et jouer un rôle dans l'avenir économique de la Côte d'Ivoire. Entre autres solutions préconisées, le passage du commerce de la matière première à celui de produits finis et une meilleure répartition des prélèvements fiscaux. $, 525 millions, ainsi s'élève l'aide au développement que la Côte d'Ivoire va recevoir de la part des États-Unis. Échelonnée sur 5 ans, cette aide émane du programme gouvernemental américain Millennium Challenge Corporation. Elle avait été décidée en septembre 2017 et est entrée en vigueur cette semaine. L'objectif visé est de soutenir la croissance et encourager les investissements privés en renforçant les capacités de la main-d'œuvre, en réduisant les coûts de transport et en ouvrant de nouveaux marchés. Dans le détail, cette aide sera répartie sur 2 principaux projets. Il s'agit tout d'abord du projet Abidjan Transport destiné à réduire les coûts de transport et à améliorer l'efficacité des entreprises en réhabilitant les routes aux alentours de la zone portuaire et en améliorant la gestion et l'entretien du réseau routier. Ensuite, le projet Compétences pour l'employabilité et la productivité qui permettra d'une part d'accroître l'accès à l'enseignement secondaire et à la promotion des enseignants et d'autre part de construire 84 nouveaux collèges de proximité tout en améliorant l'accès à l'enseignement pour les filles afin d'atténuer les disparités entre les genres. Initié en vue d'aider les pays en voie de développement respectant des critères de démocratie et de bonne gouvernance, le Millennium Challenge Corporation est un organisme gouvernemental américain avec pour objectif la promotion de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Selon les données publiées par l'Agence centrale pour la mobilisation et les statistiques publiques, dans son rapport sur les revenus et dépenses pour 2017-2018 en Égypte, le taux de pauvreté a atteint 32,5% à travers le pays, soit une hausse de 4,7 points par rapport aux 27,8% enregistrés en 2015. Au dire de cet organisme qui fixe le seuil de pauvreté à un revenu annuel de 480 € ou 1,30 € par jour en moyenne, le taux de 32,5% montre comment la pauvreté affecte la réalité vécue par la population égyptienne. Ceci dans un contexte où le pays s'apprête à recevoir une dernière tranche de 2 milliards de dollars du Fonds monétaire international dans le cadre d'un plan de soutien de 12 milliards de dollars accordé en 2016. En effet, le président Abdel Fattah al-Sisi, au pouvoir depuis 2014, mène sous l'égide du Fonds monétaire international une politique d'austérité très impopulaire, visant notamment à réduire de manière drastique les subventions de l'État pour relancer une économie à genoux depuis le soulèvement populaire de 2011 contre l'ex-président Hosni Moubarak.
Conséquence, les investissements directs étrangers ont atteint un niveau record alors que la dette publique a explosé et les coûts des biens de première nécessité ont flambé dans le pays, notamment depuis la dévaluation en novembre 2016 de la livre égyptienne. Début juillet, les subventions au carburant ont été encore réduites, faisant monter les prix à la pompe. Avant cela, ce sont les prix de l'électricité qui ont augmenté en mai de près de 15%, toujours dans le cadre du programme de réforme mené sous l'égide du FMI. Sur la période comprise entre le deuxième trimestre de l'année 2018 et celle de la même période de l'année 2019, l'économie marocaine a généré 7 000 emplois. Ceci à la suite de la création de 132 000 emplois en milieu urbain et une perte de 125 000 emplois en milieu rural. Selon le Haut Commissariat marocain au plan, il s'agit d'une baisse significative quand on sait que 117 000 emplois avaient été créés une année auparavant. Globalement, la création d'emplois a été soutenue d'abord par le secteur des services générateurs de 43 000 emplois, mais aussi par l'industrie, y compris l'artisanat. Quant aux pertes d'emplois, elles émanent notamment des secteurs agricoles, forestiers, de la pêche et du BTP qui à lui seul cumule 27 000 pertes d'emplois. Les analyses du Haut Commissariat marocain au plan révèlent aussi une diminution du chômage avec une baisse de 84 000 chômeurs en milieu urbain et une hausse de 7 000 en milieu rural. La différence aboutit à une baisse du nombre total de chômeurs entre les deux périodes de 77 000 personnes, soit 1 026 000 chômeurs au niveau national. Le taux de chômage est ainsi passé de 9,1% à 8,5% au niveau national, avec une baisse de 13,7% à 12,4% en milieu urbain et une hausse de 3% à 3,3% en milieu rural. Globalement, ces baisses du chômage ont été particulièrement importantes parmi les diplômés, les jeunes adultes. Les hausses du chômage ont été principalement enregistrées chez les plus de 45 ans et les femmes rurales. En ce qui concerne le taux de sous-emploi, il est en légère baisse, passant de 9,6% à 9% au niveau national. Aussi, 22,9% des chômeurs se sont retrouvés dans cette position à la suite d'un licenciement ou d'un arrêt de l'activité de l'établissement de l'employeur. Enfin, 6,5% des chômeurs, soit 67 000 personnes, sont découragés par la recherche active d'un emploi dans le pays. Dans l'état du plateau au Nigeria, les plantations de café s'étendent à perte de vue. La filière s'acclimate bien aux conditions climatiques tempérées et tropicales de la zone, mais reste encore à l'état embryonnaire pour diverses raisons. J'ai planté du café 2 fois, mais à cause de l'insécurité, ils ont été détruits par les bergers. Les producteurs de café de l'état du plateau au Nigeria font aussi face aux maladies et au faible rendement. Je suis agriculteur. Je cultive des légumes, des cultures comme le café. Je produis du café, mais j'ai dû arrêter de produire du café à cause des marges bénéficiaires et de l'accès au marché. Et j'aimerais donc que le gouvernement vienne nous aider, nous, producteurs du café locaux, à trouver ce marché en dehors de l'État. Les problèmes logistiques liés au transport de ces produits à l'extérieur de l'État sont des défis pour lesquels nous voulons que le gouvernement nous aide et qu'il rencontre l'association. Selon certaines sources, la culture du café a un énorme potentiel dans l'état du plateau au Nigeria. Elle pourrait même devenir un atout économique pour la région si elle était exploitée correctement.